Jean-Martin Hossan a toujours voulu faire de la politique. Natif de Sorel, ses études le mènent de Nicolette à Québec, Montréal, puis en Angleterre et en Espagne, où il se spécialise en économie. Il devient tour à tour consultant financier, gestionnaire de portefeuille et VP chez Morgan Stanley à Londres. En 2008, à 35 ans, il quitte la finance pour faire le grand saut en politique. Il est élu dans Nicolette-Yamaska sous la bannière du PQ. Mais le 7 juin dernier, il claque la porte du parti qui s'éloigne de son idéal politique, la souveraineté. En septembre, il fonde Option nationale. Au cœur de sa plateforme, faire la souveraineté du Québec. Le mot province vient de pro-victis, qui veut dire territoire des vaincus. Jean-Martin Hossan propose de reprendre le contrôle de nos lois, impôts et traités, la nationalisation des ressources naturelles et la gratuité scolaire. Pianiste, il compose de la musique électronique et est très engagé dans sa communauté. Chevelure poivre et sel, lunettes en vogue, il n'a rien de l'allure du politicien traditionnel. Voici Jean-Martin Hossan. Mais là, vous allez m'expliquer, Jean-Martin Hossan, quitter un parti, c'est une chose, mais en fonder un autre. Vous aimez ça, le trouble dans la vie, vous? C'est effectivement un projet de fou, mais heureusement, je suis fou, donc ça va bien jusqu'à maintenant. Mais pourquoi fonder un parti? Vous tenez au pouvoir à ce point-là, c'est quoi? Bien, s'il y en a qui calculent que j'ai fait ça pour rentrer majoritaire aux prochaines, il faudrait peut-être revoir l'analyse. Pas de suite, là, mais... Non, c'est mes convictions qui m'ont mené à faire ça. Puis quand je me suis présenté avec le Parti québécois, j'avais aussi la conviction que c'était le véhicule pour mettre de l'avant la souveraineté, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait d'autres aspects qui étaient plus importants pour la direction du parti, dont revenir au pouvoir, quel que soit le discours. Et ça, j'avais malaise avec ça. Mais là, vous comptez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec Option nationale? On veut remettre de l'avant le discours souverainiste de façon claire et sincère. Il y avait le mot sincère tantôt, Mme Boileau, et je pense que les Québécois ont besoin de ça et un discours clair surtout, parce qu'au PQ, on dit la souveraineté est urgente et nécessaire, mais on la fera au moment opportun. Il y a quelque chose qui cloche dans ce discours-là. Si la souveraineté est urgente et nécessaire, c'est maintenant le moment opportun. Et Option nationale dit clairement dans sa plateforme, si vous nous élisez, on va enclencher ABCD et on va faire tout ce qu'il faut pour que le Québec devienne un pays. Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent vous déchirez le camp souverainiste, vous contribuez à déchirer le camp souverainiste, vous contribuez à toute la division qu'on voit en ce moment? Le vote souverainiste est déjà divisé. Il l'était déjà avant qu'Option nationale voit le jour. Et la raison est très simple, c'est qu'il n'y a pas de discours souverainiste clair au Parti québécois. Donc ça, cette division du vote-là existe parce qu'il n'y a pas de véhicule clair et précis pour la souveraineté. Donc moi, je pense qu'Option nationale, avec son message, devrait fédérer le vote souverainiste et non le diviser parce qu'il est déjà divisé. Mais si vous êtes sincère, que vous parlez de ce dont vous voulez parler et que vous ne vous faites pas réélire, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle la démocratie. Si je dis ce que j'ai à offrir et que les gens choisissent autre chose, ça s'appelle la démocratie et il faut respecter ça. Et le problème actuel en politique, comme dans bien des pays, on n'est pas les seuls, c'est qu'il y a trop de députés qui veulent garder leur poste et qui sont prêts à changer leur discours pour garder leur poste. Moi, c'est l'inverse. Je suis prêt à perdre mon poste pour garder mon discours et je pense que les gens ont soif de ça. Et vous faites voir. Oui, c'est pas banal comme discours. Vous feriez quoi alors si vous êtes battu pour retourner en économie? Mais j'ai toujours dit que ça dépend des résultats. Et je pense qu'un jour, il va falloir conclure. Mais moi, j'en suis au point où j'ai encore un immense espoir qu'en parlant clairement des avantages de la souveraineté, les Québécois vont embarquer là-dedans. Tout le monde va gagner. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner à devenir un pays. Vous êtes économiste de formation, donc je le disais, comme Jacques Parizeau d'ailleurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment, de parler d'économie ou de parler d'identité? Je pense que la raison fondamentale de vouloir se faire un pays, c'est d'abord identitaire, culturel, linguistique, etc. Mais cette partie-là du débat, on l'a bien couverte. Et je pense que les gens qu'on voulait convaincre sur ce plan-là l'ont été. Et ma formation m'amène naturellement, moi, à viser des arguments économiques. Et les fédéralistes, leur grande force, c'est de nous faire peur avec l'économie. Parce qu'ils ne peuvent pas nous faire peur sur la culture. Il n'y a personne de Saskatchewan qui va venir nous convaincre qu'ils vont mieux protéger notre culture que nous-mêmes. Le débat est clos. Par contre, quand un fédéraliste nous dit « vous allez être trop endetté, vous avez besoin de la péréquation », qui sont tous des arguments faux, il y a des gens qui n'ont pas le temps de prendre un bouquin d'économie et d'aller voir et de défendre cet argument-là ou de le défaire. Et c'est là-dessus que j'insiste, moi, les arguments économiques pour que les peurs économiques que les fédéralistes nous imposent cessent de faire leur basse besogne, encore une fois. En 10 ans, vous voyez où? J'espère dans un pays souverain et je pense que c'est pas irréaliste de le penser. M. Legault, lui, pense que dans 10 ans, on pourra commencer à en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler maintenant pour que dans 10 ans, ce soit réglé. J'espère que dans 10 ans, il n'y aura plus de partis souverainistes ou fédéralistes parce qu'on sera un pays. Il y aura des partis de gauche et de droite et de centre, comme dans tous les pays normaux qui font ce débat-là. Mais on ne peut pas faire le débat de gauche ou de droite au Québec tant qu'il y a un autre gouvernement qui nous impose des choses qu'on ne veut pas.
n'y a jamais eu autant de pays sur la planète depuis 50 ans. Il y a des dizaines de pays supplémentaires qui apparaissent partout au monde. Donc, la tendance est au plus grand nombre de pays et non au plus petit nombre de pays. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est l'Europe. On nous dit l'Europe s'unit alors que vous voulez vous séparer. Mais les 27 pays de l'Union européenne sont des pays souverains qui se sont unis surtout sur le plan économique, donc pour faire des échanges commerciaux. Mais il n'y a pas un Français qui utilise les impôts des Grecs, puis il n'y a pas un Danois qui vote les lois en Angleterre. Donc, ce sont des pays souverains qui sont tous membres de l'ONU, qui sont à l'Organisation mondiale du commerce et qui négocient en leur propre nom leurs intérêts. C'est ça qu'on veut. Donc, on veut évidemment s'unir économiquement avec toute la planète. Et le Québec est d'ailleurs déjà l'endroit en Amérique du Nord le plus ouvert économiquement. On exporte à peu près la moitié de tout ce qu'on produit. On est déjà très ouvert sur le monde, puis le projet de souveraineté, c'est un projet d'ouverture encore plus grand. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais un pays qui est devenu souverain puis qui a voulu redevenir une province ou un canton. C'est jamais arrivé. C'est certainement pas le Québec qui serait le premier à regretter sa liberté, puisqu'on part déjà à un niveau de développement plus élevé que tous ceux qui l'ont fait avant nous. Et d'ailleurs, la plupart des pays récents qui ont acquis leur liberté, on n'en entend pas beaucoup parler parce que ça va bien. J'ai eu la chance, moi, de vivre en Europe plusieurs années pour le travail et les études. Puis quand je vivais en Espagne ou en Angleterre, quand j'ouvrais le journal le matin, c'était exactement les mêmes titres. Le système d'éducation est à l'envers, le système de santé ne marche pas. Donc, c'est un problème qui est occidental. Tous les pays du monde ont ces problèmes-là à régler, sauf qu'ils les règlent selon leurs intérêts, leurs objectifs. Puis en ce moment, nous, les problèmes, souvent ici, sont réglés selon les intérêts et les objectifs d'un autre gouvernement, qui est celui du Canada, à qui on envoie 50 milliards à peu près de taxes et impôts par année, et qui décident selon leurs intérêts de ce qu'ils vont faire avec ça, puis ça nous dessert. Donc évidemment que la souveraineté, c'est pas une recette magique qui va tout régler, mais au moins on va avoir nos solutions à nos problèmes, comme tous les autres pays du monde, puis il n'y a pas un pays du monde qui regrette d'être maître chez lui, puis prendre ses propres décisions, puis ça va être notre cas aussi. L'Option nationale, en fait, propose une démarche vraiment très claire pour la souveraineté du Québec. Dans l'article 1 du parti, c'est évidemment sur la souveraineté. Et c'est ce qu'on appelle faire le lit du Québec, LIT pour loi, impôt, traité, parce que la souveraineté politique d'un peuple, c'est ces trois domaines-là. Quand on contrôle toutes nos lois, nos impôts et nos traités, on est souverain politiquement. Mais par mandat électoral, lorsqu'on sera élu au gouvernement, on va faire en sorte que le Québec contrôle lui-même toutes ses lois, ses impôts et ses traités. Et ensuite, on écrirait une constitution avec la plus grande participation possible de la population du Québec, évidemment, pour que ça ressemble à la population du Québec. Et dans cette constitution-là, il y aurait une déclaration de souveraineté qui serait entérinée par référendum ou par consultation populaire. Donc, la légitimité du projet serait absolument incontestable. Et le fait que les gens se prononcent sur une constitution, ça va leur donner une idée de ce que sera le pays du Québec qu'on leur propose. Alors qu'aux deux premiers référendums, il y avait peut-être un flou ou il y avait peut-être une possibilité que certaines personnes se demandent ce que serait le Québec sur lequel on leur demandait de se prononcer. Donc, c'est quelque chose qui va leur ressembler puis qui va leur donner envie de dire oui, finalement, au Québec. Une des choses aberrantes qui se passe actuellement au Québec, c'est que notre gouvernement refuse de faire une société d'État qui gérerait nos ressources naturelles, donc une certaine nationalisation, mais il laisse des sociétés d'État étrangères venir le faire chez nous. Un exemple de ça, c'est Wisco, qui est une société d'État chinoise qui va venir faire un projet de fer dans le Grand Nord qui pourrait durer une centaine d'années, même selon eux. Et donc, pendant que nous, on n'ose pas se créer une société d'État qui va gérer ça à notre profit, on laisse les sociétés d'État de l'étranger venir ici le faire à notre place. Donc, ça démontre toute l'absurdité de la position du gouvernement actuel qui dit que c'est impossible de nationaliser nos ressources naturelles. On laisse des compagnies nationalisées d'ailleurs venir le faire pour nous. Donc, il faudrait qu'on mette notre pied à terre, qu'on dise que nos ressources nous appartiennent et que nous soyons les premiers à nous enrichir avec ça. Bien, il y a le monorail. C'est vraiment trippant, ça. Le monorail interurbain ou le monorail suspendu, ce serait un monorail, en fait, un système national de monorail. Et l'avantage du monorail sur le TGV, c'est que ça coûte le tiers du prix par kilomètre. Ce qui veut dire qu'au lieu de relier simplement Montréal-Québec en TGV, on pourrait relier toutes les grandes villes du Québec par monorail. Et les avantages sont immenses et nombreux. Premièrement, ça créerait des milliers d'emplois au Québec de construire un monorail. Deuxièmement, on utiliserait des technologies québécoises pour faire un monorail, entre autres un moteur roue électrifié qu'on a déjà inventé ici et qu'on pourrait même améliorer. On utiliserait évidemment notre hydroélectricité pour mouvoir ce monorail-là. Et non seulement ça aurait des avantages économiques indéniables, mais aussi sur le plan environnemental, ça permettrait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre parce que le principal problème de gaz à effet de serre au Québec, c'est le secteur du transport qui le crée. Et en plus, socialement, ça rapprocherait les communautés du Québec parce que les distances sont immenses au Québec. On a un pays très étendu. Donc, le fait d'avoir un monorail qui va à des centaines de kilomètres à l'heure entre les grandes villes du Québec, ça rapprocherait les communautés de facto. Donc, ce serait un projet qui aurait des conséquences très bénéfiques économiques, environnementales et sociales. Un autre des thèmes forts de notre plateforme, c'est la gratuité scolaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on entend le terme gratuité scolaire, c'est un revenu et non un coût. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on va se payer ça, la gratuité scolaire, si on l'instaure au Québec.
Bien, les pays qui l'ont déjà fait, puis ils sont nombreux, et pas les moindres, là, les pays scandinaves qui sont toujours au sommet des classements économiques et sociaux, ils ont instauré la gratuité scolaire. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en moyenne, les gens vont plus longtemps à l'école dans leur domaine, quel qu'il soit. Donc, ils vont avoir des salaires plus élevés quand ils vont accéder au marché du travail. Et donc, ils vont payer plus d'impôts avec des salaires plus élevés. Et les rentrées additionnelles fiscales qui découlent de ça couvrent la gratuité scolaire et plus encore. Donc, la gratuité scolaire, ce n'est pas un coût fiscal, c'est une entrée fiscale additionnelle. Donc, non seulement c'est un super beau principe sur le plan social de dire que l'éducation est universelle et accessible à tous, mais en plus, c'est payant économiquement. La gratuité scolaire, c'est un investissement payant et non une dépense publique. Il y a souvent un argument fédéraliste utilisé, à savoir qu'il y aurait une fuite de capitaux si jamais le Québec devenait souverain. Or, ça, c'est vraiment, encore une fois, un argument de peur. C'est du bluff pour essayer de faire peur à certains Québécois qui voudraient peut-être dire oui, mais qui vont avoir peur que les compagnies quittent le Québec. Et c'est souvent des arguments économiques. Donc, l'argument que les compagnies quitteraient le Québec dans une économie comme celle du Québec, qui est très moderne, qui est très diversifiée, avec une des main-d'œuvre les plus recherchées au monde, c'est clair que les compagnies internationales continueraient à venir s'établir ici. Et ceux qui disent que c'est parce que le Québec serait une plus petite économie que le Canada, donc les compagnies s'en iraient, c'est un argument qui est absolument réfuté par la réalité. Et ce que je veux dire, c'est que si on fait la liste des pays les plus riches au monde, qu'on les met en ordre de richesse, sur les 15 plus riches, il y en a 14 qui sont plus petits ou comparables au Québec en taille. Les devises sur les marchés internationaux, c'est un bien comme un autre. Ça se vend, ça s'achète. Et si le Québec devait changer sa devise, donc ou sa monnaie, et utiliser, je sais pas, le dollar américain ou un nouveau dollar québécois. Et ça mettrait à peu près le quart de la masse monétaire canadienne en vente sur les marchés internationaux, ce qui veut dire un choc économique absolument fabuleux pour le Canada. Donc les Canadiens seraient les premiers à nous supplier de garder le dollar canadien. Donc c'est vraiment encore un argument de peur du genre qu'ils utilisent tout le temps pour nous empêcher de faire un pays. Mais dans le court terme, de notre côté, ce serait sans doute la meilleure solution à adopter que d'avoir le dollar canadien parce que ce serait plus simple. Et de l'autre côté, je peux vous garantir qu'ils seraient très heureux qu'on le fasse. Récemment, j'ai rencontré une classe d'une 50aine de nouveaux arrivants qui venaient d'un peu partout dans le monde, puis on a parlé de souveraineté, puis de ce que ça apporterait au Québec. Et si on avait fait un référendum dans la classe, à la fin, le oui aurait gagné. Puis ce que j'expliquais à ces gens-là, c'est que les nouveaux arrivants, comme ceux qui sont nés ici, vont bénéficier de la même façon d'un pays qui va être mieux développé selon ce qu'on veut faire ici. Et je leur disais aussi qu'ils passeraient du statut de nouveaux arrivants à cofondateurs d'un pays. Ça les faisait sourire, mais c'était vrai quand même. Puis le jour 1 de la souveraineté, le jour 1 de l'indépendance du Québec, on est tous Québécois de souche. Il n'y en a pas qui sont nés ici ou qui viennent d'ailleurs. Le jour 1, on est tous cofondateurs de ce pays-là. Donc ces gens-là, si on leur parle de la même façon qu'on parle à ceux qui sont nés ici, ils comprennent très bien les arguments pour lesquels il faut qu'on décide nous-mêmes de ce qu'on veut devenir, plutôt que de laisser un autre gouvernement nous imposer ses décisions. Donc moi, je ne considère pas du tout perdu d'avance ces gens-là. C'est plus un défi, évidemment, de les convaincre parce qu'ils viennent d'une autre réalité puis ils n'ont pas entendu parler de ça depuis 20-30 ans ici, comme ceux qui vivent ici depuis ce temps-là. Mais c'est juste un défi supplémentaire, c'est loin d'être impossible. L'endettement est souvent utilisé par les fédéralistes pour faire peur aux Québécois qui veulent se faire un pays. Quand on regarde les vrais chiffres, pas les études à demi bâclées, les vrais chiffres, le Québec est moins endetté que la moyenne des pays riches du monde. Les pays qui appartiennent à l'OCDE, c'est les pays les plus riches, il y en a une trentaine. Et le Québec est moins endetté que la moyenne de ces pays-là. Donc l'argument qu'on est trop endetté pour devenir un pays est absolument ridicule. Et les études aussi que le ministère des Finances utilise de temps à autre, donc qui sont commandées par le gouvernement en place, qui est fédéraliste, vont aussi utiliser des drôles de comparaisons parfois. Ils vont utiliser des années qui ne sont même pas les mêmes d'un pays à l'autre. J'ai déjà vu une étude, entre autres, qui utilisait les chiffres de la dette du Québec de 2008 par rapport aux chiffres d'un autre pays de la dette de 2007, alors qu'il y avait une crise financière majeure entre les deux. Donc évidemment, tout le monde a augmenté de dette en 2008 et l'étude était complètement biaisée à cet effet-là. Et sur la part de la dette canadienne, en fait, si on est de bonne foi, c'est vrai qu'on va vouloir assumer la part de notre dette qui est au Canada en ce moment, même si légalement, la dette du Canada est une dette canadienne. Ce n'est pas le Québec qui a contracté cette dette-là, c'est le Canada. Donc légalement, c'est discutable à savoir si c'est à nous ou non, mais on serait de bonne foi, on en prendrait une partie, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi une partie des actifs. Donc s'ils veulent nous donner une partie de la dette, ils vont aussi nous dédommager pour une partie des actifs qui ont été payés avec nos impôts. Et là, on aura une négociation un peu plus sérieuse que simplement de dire on vous donne une dette et on garde tout ce que vous avez payé chez nous. Une petite devinette, combien de nouveaux pays à l'ONU depuis le référendum de 1980? 40.
il y a 40 nouveaux pays qui sont venus au monde depuis le référendum de 1980. Là, ça fait qu'il y a 200 pays dans le monde. Nous autres, on a une population plus grande que 120 de ces pays-là. On a une superficie puis on a une économie qui surpasse ceux d'à peu près 90% des États dans le monde. On a une des populations les plus scolarisées de la planète, puis du point de vue de l'eau douce puis des énergies propres, on est carrément l'Arabie saoudite de demain. Fait que pourquoi on pense qu'on serait pas capable? Ben, la journée où le Québec va accéder à son indépendance, je pense que je vais me sentir libre pour la première fois de ma vie. Je vais me sentir soulagé d'une immense pression puisque le peuple québécois aura enfin un avenir assuré. Il ne sera plus une minorité, il sera devenu une majorité qui va diriger son destin.